Alors on va reprendre. Bonjour à toutes et à toutes pour ceux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui sont restés. Donc c'est la deuxième rencontre de ce festival Bruit de langue 2023. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Andrea Grill, qui est une autrice autrichienne, voilà, qui nous fait le plaisir d'être venue jusqu'à Poitiers pour nous parler de ses œuvres. Et notamment, nous allons nous concentrer sur son dernier livre, Cherubino, juste ici. Bientôt traduit en français, pour l'instant seulement en allemand. Et je vais donc laisser Attila. Merci à toi de continuer cette présentation. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Andrea Grill, écrivaine autrichienne qui a été si gentille d'accepter notre invitation et de venir de Vienne à Poitiers pour ce festival. Andrea Grill est née dans la région de Salzbourg. Elle est non seulement poète et écrivaine, mais aussi biologiste. Elle a fait son doctorat en biologie de l'évolution à l'Université d'Amsterdam. Son œuvre littéraire consiste en des romans, parmi lesquels se trouve Cherubino, livre duquel elle va nous lire aujourd'hui. Aussi Das Paradies des Dr. Caspari, le deux publiés dans la prestigieuse maison d'édition viennoise Zollnay, des recueils de poésie, des essais et de livres d'enfants. Elle est aussi traductrice littéraire pour plusieurs langues européennes, notamment l'albanais. Dernièrement, elle a publié le recueil de poésie numérique Stadtlandflussgetier.org avec Anja Utler. Ceci, on peut le consulter en ligne. Et le livre pour la jeunesse, Sam und die Evolution. Son roman Cherubino a été nominé pour le prix du livre allemand, donc le Deutsche Buchpreis. Et son recueil de poésie Happy Bastards a été recommandé par l'Académie allemande pour la langue et la littérature. Elle a été accordée plusieurs autres distinctions, parmi lesquelles se trouve le prix de promotion du prix de littérature de la ville de Brême en 2011, une bourse d'excellence du Fonds de traducteurs allemands et le prix Anton Wildgans en 2021, remis annuellement à des écrivains autrichiens prometteurs. Et comme je disais, Andrea nous lira des passages de Cherubino en français et en allemand. Donc nous essayons de tenir cette rencontre en français et en allemand. Tout d'abord pour ceux qui sont venus pour écouter un peu l'allemand, écouter la littérature autrichienne, et sans pourtant exclure ceux qui ne maîtrisent pas cette langue. Cherubino, Paul l'a bien dit, n'a pas encore été traduit en français, mais il existe des plans pour une traduction française, et qui sera faite par la même traductrice qui a traduit les pages qu'Andrea va lire aujourd'hui. Donc, vous serez le tout premier à avoir un avant-goût de la traduction française du livre. Ensuite, on ouvre la discussion à laquelle vous toutes et tous êtes bien sûr cordialement invités de participer en français ou en allemand comme vous voulez. Et avant de passer la parole à Andrea, il me reste qu'à remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Donc tout d'abord Andrea, merci d'être venu de Vienne pour participer à ce festival. Après, merci à vous tous d'être venus si nombreux. Merci aussi aux organisateurs du festival, notamment Stéphane Bicchiello, et les étudiants qui ont travaillé pour ce festival. Merci aussi à Paul pour modérer cette intervention avec moi. Et un grand merci aussi au Forum culturel autrichien à Paris pour sa contribution financière généreuse sans laquelle ce projet n'aurait jamais été possible. Vous pouvez applaudir à lui aussi déjà, c'est permis. Vous pouvez faire ça quand vous voulez, ça ne nous dérange pas du tout. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est ma première fois à Poitiers. Et j'aime bien cette ville. Je suis vraiment heureuse d'avoir la chance de la connaître et de connaître vous aussi. Mais donc, je dois dire que le français, c'est pas une de mes langues que je parle parfaitement. Vous écoutez mon français que j'ai appris au lycée et aussi en regardant les films en français.
J'espère que ça va aller pour ce rencontre. Je voulais aussi remercier une autre personne qui est ici, et c'est Hélène Carpentier. Peut-être vous la connaissez parce que en fait, ça fait peut-être une année ou un peu moins, on s'est rencontrés à Tirana à un apéritif, et après elle est venue à une de mes lectures à Tirana. Elle m'a demandé, mais est-ce que ça t'intéresserait de venir à Poitiers au Festival Bruit des Langues? Peut-être, si tu veux, je peux proposer ça aux organisateurs. Et à la fin, oui, elle est là, Hélène. Je veux dire, c'est grâce à elle que je suis ici. Sûrement aussi à d'autres gens, à votre collègue ici, mais c'est elle qui a eu cette idée, et ça semblait un peu comme ça, comme elle a dit, une Schnapsidee, mais en fait, c'est maintenant la réalité. Bon, je veux commencer à lire le début du roman, Cherubino, et je vais commencer à le lire en français. La traduction est de Florence Hetzel. Elle est française, de Paris, mais elle habite à Vienne. Ça fait des années avec sa famille. Elle enseigne aussi à l'université. Elle est une traductrice assez connue. Et après, je vais lire le même passage en allemand. Comme ça, au début, tout est sur la même page. Acte 1, chapitre 0, 75 cm. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. C'était vert, étonnamment vert, même ici. Des brins d'herbe se reflétaient dans les carreaux du rebut de la fenêtre, et le stylet était posé là, sur les silhouettes en forme de lancette. Il indiquerait si elle avait raison. 12, 13, le vent agita l'herbe, un trait apparut dans la fenêtre, témoin. Quelqu'un frappa à la porte. Elle continua à compter. On frappa encore. Un instant. Elle oublia de compter. Tout de suite. La pâtisserie dont elle utilisait les toilettes était pourtant vide, non? 20, 21. La poignée de la porte bougea. Est-ce qu'elle avait bien compté ou est-ce qu'elle avait sauté des chiffres? Elle s'adossa au mur, les carreaux de céramique froids au travers du chemisier. La fenêtre était entr'ouverte, ça sentait le pain chaud. 35, 36, l'herbe se coucha sous un coup de vent, puis se redressa. Des dalles carrées de sel où l'on distingue de petits cailloux pavaient un chemin. 39, 40 secondes. Un trait, deux traits, l'un dans l'ouverture ronde, l'autre dans l'ouverture rectangulaire, rose, tous les deux. Elle relut dans la notice ce qu'elle avait déjà lu. Les traits signifiaient oui, pas de traits signifiaient non. L'odeur de pain chaud s'intensifia. Iris prit son iPhone, photographia les traits. Puis elle emballa le stylet dans un mouchoir avec la notice, le remit dans la boîte et dans le sac à main accroché à la poignée. Jaune clair, petit, léger. Elle possédait plus de 12 de sacs. Elle prenait presque toujours celui-là. Danke. Also das ist jetzt der Beginn des Romans. Kapitel 0, 75 Zentimeter. Sie sah wieder aus dem Fenster. Grün, unerwartet grün. Auch hier. Grashalme spiegelten sich in den Fliesen der Fensterbank. Und da, auf den lanzettförmigen Silhouetten, lag der Stab. Er würde zeigen, ob sie recht hatte.
12, 13, der Wind bewegte das Gras, im Testfenster tauchte ein Strich auf. Jemand klopfte an die Tür, sie zählte weiter. Noch ein Klopfen. Moment, sie vergaß zu zählen. Bin gleich soweit. Die Konditorei, deren Toilette sie benutzte, war doch leer gewesen. 20, 21, die Türklinke bewegte sich. Hatte sie richtig gezählt oder Zahlen übersprungen? Sie lehnte sich an die Wand, kalte Keramikfliesen durch die Bluse. Das Fenster war gekippt. Es roch nach warmem Teig. 35, 36, die Wiese gab einem Luftzug nach, richtete sich wieder auf. Quadratische Platten, solche, in denen Steine zu erkennen sind, pflasterten einen Weg. 39, 40 Sekunden, ein Strich, 2 Striche. Einer in der kreisförmigen Öffnung, einer in der eckigen, beide rosa. Sie las am Beipackzettel nach, was sie schon gelesen hatte. Striche bedeuten ja, kein Strich bedeutet nein. Der Geruch nach warmem Teig wurde stärker. Iris nahm ihr iPhone, fotografierte die Striche. Dann umwickelte sie den Stab mit einem Taschentuch mit dem Beipackzettel, steckte ihn zurück in die Verpackung und in die Handtasche, die an der Klinke hing. Hellgelb, klein, leicht. Mehr als 2 Dutzend Taschen besaß sie, fast immer nahm sie diese. Sie schaute in den Spiegel. Ihr Gesicht war wie immer. Was hattest du erwartet? Sie zeigte sich die Zunge. Auch die war wie immer. Vorhin hatte sie an der Theke die Kuchen betrachtet, sich nicht entscheiden können. Hatte gesagt, ich setze mich, hatte sich nicht gesetzt. Sie würde nichts essen können. Sie hatte es gewusst, seit gestern schon. Jetzt hatte sie den Beweis. Die Klinke bewegte sich, klopfen neuerlich, ihre Tasche zitterte. Sie zog die Spülung, ging hinaus, lachend. Das Lachen kullerte aus ihr heraus, ging vorbei an einer Dame in einem engen schwarzen Lederrock. Die schüttelte den Kopf. Als einzige Kundin stand sie vor der Tortenvitrine. Was kann ich für Sie tun? Eine Biskuitroulade bitte, die mit den Erdbeeren. Können Sie die einbacken? Transportsicher? Selbstverständlich. Mit dem kunstvoll verschnürten Päckchen verließ sie die Konditorei. Auf der anderen Straßenseite war durch das Schaufenster die Apothekerin zu erkennen, bei der sie zuvor gewesen war. Wie sie mit einer jungen Frau sprach, ihr mehrere Packungen von etwas vorlegte, die sie wieder wegnahm, neue Packungen auflegte, eine große Tube. Es ist einfach, hatte die Apothekerin gesagt, die sicherste Methode, die es gibt, absolut zuverlässig. Sie können nichts falsch machen. Einfach war es wirklich gewesen. Hinter der Apotheke ließ sich eine Landschaft ausklappen. Grün, wahnsinnig grün. Eine Weide, darauf 2 grasende Schafe, weit weg, aber doch. Ein verblühter Bauerngarten, gelbe Fransen an einzelnen Stängeln. Ländliche Idylle in einer Millionenstadt. Leicht lag die Packung in ihrer Hand, länglich. Die Frau strich über ihren blitzweißen Labormantel, öffnete die Kasse, schloss die Kasse, reichte ihr die Rechnung. Hinter ihrer linken Schulter fraßen die Schafe. Die nächste Kundin hatte den Ausblick durcheinander gebracht. Zugluft warf das Fenster zu, riss es wieder auf. Vorsicht! Die Apothekerin hatte sich an den Kopf gegriffen, als wäre er abfluggefährdet. Da war Iris schon draußen gestanden. Die Konditorei war ihr aufgefallen, rote Maschen in der Auslage. Sie hatte die Straße überquert, war eingetreten. Die letzten 2 Abschnitte hatte ich noch nicht auf Französisch gelesen. Soll ich sie noch auf Französisch lesen? Ist das besser? Was meinst du? Ja. Ja? Ja. Es gibt viele Leute, die nicht Deutsch sprechen. Ja. So.
Maintenant, je vais lire la moitié que j'ai lue en allemand, que vous n'avez pas encore écouté en français. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était inchangé. « À quoi est-ce que tu t'attendais ?» Elle se tira la langue. Elle n'avait pas changé non plus. Tout à l'heure, elle avait regardé les gâteaux sur le comptoir. Elle n'avait pas pu se décider. Avait dit « Je m'assieds ». Ne s'était pas assise. Elle ne pourrait rien manger. Elle le savait déjà depuis hier. Maintenant, elle en avait la preuve. La poignée bougea, en frappa encore, son sac trembla, elle tira la chasse, sortit en riant. Le rire jaillissait hors d'elle, passa devant une dame en jupe en cuir noir moulante, qui secoua la tête. Elle était la seule cliente devant la vitrine à gâteaux. « Que désirez-vous ?»« Un roulé, s'il vous plaît, celui à la fraise. Vous pouvez me l'emballer? Que je puisse l'emporter? » Bien entendu. Elle quitta la pâtisserie avec le paquet artistiquement ficelé. De l'autre côté de la rue, elle aperçut à travers la vitrine la pharmacienne chez qui elle avait été juste avant. Elle parlait avec une jeune femme, lui montrait plusieurs boîtes de quelque chose, les reprenait en proposant d'autres, un gros tube. « C'est simple », avait dit la pharmacienne. « C'est la méthode la plus sûre, totalement fiable, impossible de se tromper. » Effectivement, ça avait été simple. Derrière la pharmacie, un paysage se déployait, vert, incroyablement vert. Un pré, 2 moutons qui broutaient loin, mais quand même. Un jardin de campagne fané, des franges jaunes sur quelques tiges. Une idylle rurale dans une ville de plus d'1 million d'habitants. Dans sa main, la boîte était légère, allongée. La femme caressa sa blouse de laboratoire d'un blanc immaculé, ouvrit la caisse, referma la caisse, lui tendit la facture. Derrière son épaule gauche, les moutons broutaient. La cliente suivante avait complètement chamboulé la vue. Un courant d'air fit claquer la fenêtre, la rouvrit soudain. Attention! La pharmacienne s'était tenue la tête comme si elle risquait de s'envoler. Iris était déjà dehors. Elle avait remarqué la pâtisserie, des rubans rouges dans la vitrine. Elle avait traversé la rue, était entrée. Dankeschön. Pour parler de votre roman, dans ce premier chapitre, vous nous introduisez le personnage principal, qui sera Iris, et on comprend donc l'un des enjeux majeurs, un pilier, c'est qu'Iris est donc enceinte. Ce dont ce premier chapitre ne parle pas, c'est le deuxième grand enjeu de ce roman, c'est la vie professionnelle d'Iris, qui est donc cantatrice, chanteuse d'opéra, et qui va donc se retrouver dans ce dilemme en fait entre cette future maternité et son travail qui pour elle est une passion et toute sa vie. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans ce livre et dont je pense on parle assez peu. C'est cette question en fait de comment on doit faire quand il y a ce choix qui se présente entre avoir un enfant et continuer son travail. Et on voit bien avec la personnalité d'Iris, qui est une femme qui est très libre, qu'elle ne veut pas faire ce choix. Est-ce que vous trouvez ça important de mettre en scène cette idée, cet enjeu et cette volonté de liberté chez une femme aujourd'hui ? Oui, je trouve ça très important. Et en fait, c'est un des peut-être 3 incentive central que j'avais quand j'ai réfléchi sur le roman, comment je voulais l'écrire. Il y avait
je voulais une personnage, une femme qui fait un métier qui est avec le corps. Donc, elle peut pas, elle peut pas être chanteuse sans, elle doit se mettre en scène et tout le monde va voir qu'elle est enceinte. Donc, c'est un peu plus compliqué. Si une écrivaine, par exemple, je peux me retirer pendant 9 mois, c'est pas un grand problème. Mais elle est vraiment au début de sa carrière, pas vraiment au début, mais peut-être vous savez, chanteuse d'opéra, c'est pas facile du tout. Donc, elle est artiste, elle a 2 grands rôles. Un dans le festival de Salzbourg et un autre à la Met, à l'opéra à New York. Et comme ça, elle veut tout faire, elle veut pas renoncer à rien. Et donc, elle commence à dire à personne qu'elle est enceinte, et à personne dans son environnement professionnel. Peut-être je peux dire que je trouve aussi assez intéressant le roman est ambienté surtout à Vienne et en Allemagne aussi. Mais en fait, elle habite à Vienne, mais elle est allemande. Et les lois sont différentes en France et en Allemagne et Autriche. En Autriche, normalement, ou en Allemagne, 2 mois avant la naissance de l'enfant, tu es interdit, si tu as un contrat de travail, tu dois rester à la maison, c'est interdit. Je trouvais aussi ça intéressant parce que moi, je suis artiste moi-même et j'ai aussi un enfant. Et bon, moi, j'ai pas un contrat, donc je suis indépendante, pouvais décider moi-même. Mais je trouve intéressant de réfléchir qu'une chose qui est assez bien pour la protection des femmes, dans certains cas, pour aller contre elles. Parce que dans le cas d'Iris, dans la chanteuse, pour elle, c'est le côté négatif, parce que c'est justement dans cette période qu'elle a la possibilité d'avoir ces grands rôles. Elle a pratiquement toute la vie qu'elle se prépare pour ça. Surtout que le festival de Salzbourg, qui est vraiment un festival très important en Autriche pour les chanteurs d'opéra, tombe vraiment très proche de la date qu'on lui a fixée pour la naissance de son enfant. Donc, même si elle souhaitait cacher... Là, en l'occurrence, il y a vraiment une impossibilité de cacher sa grossesse parce que c'est vraiment au moment où son enfant va naître. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de voilà, quelqu'un qui veut être maître de sa vie, mais qui en même temps se retrouve un peu piégé, là en l'occurrence par le temps. Oui, c'est juste, je voulais avoir ce problème dans le roman, que c'est une absurdité ou impossibilité. Et quand même, on va peut-être, si vous allez lire le roman après, on va peut-être pas dire complètement toute la solution, ce qui va se passer, mais je voulais avoir cette tension qu'on sait déjà que c'est normalement impossible, mais Iris, elle avance, elle ignore cet aspect, au moins les premiers mois. Après, elle fait aussi des trucs un peu bizarres ou peut-être aussi intelligents des fois, elle doit, parce que elle a toujours il y a la costume et normalement, on porte les costumes dans les grands opéras. Ce sont les mêmes costumes des pièces classiques. Et Maëlle, elle fait des fittings, ou je sais pas comment on dit, mais tous les 2-3 semaines, elle est plus grande. Et comme ça, j'ai aussi mis les 75 cm, c'est au début. Et après, elle va être beaucoup plus grande. Tous les chapitres ont le centimètre de son ventre. Et merci. Et c'est vrai que cette question encore une fois, de la liberté chez Iris, et cette volonté en fait de faire ce qu'elle souhaite, donc ça compte dans son milieu professionnel, mais ça compte aussi dans sa vie privée. Donc c'est aussi un point qui est important dans le livre, c'est que Iris, elle est en relation avec 2 hommes, donc avec Sergio et avec Ludwig, et il n'y a pas cette volonté, voilà, de choix pareil entre ces 2 hommes. Et c'est aussi un point que je trouve assez novateur et intéressant dans ce roman, c'est qu'on met rarement en scène un personnage féminin
qui sera en relation avec deux hommes, en plus en relation où l'un n'est pas au courant de la seconde relation, sans qu'il y ait un point de vue éminemment négatif. Souvent, quand il y a des personnages féminins ou masculins, mais plus souvent féminins, qui ont des relations extra-conjugales, le narrateur aura souvent un point de vue plutôt négatif. Ça sera vu comme quelque chose de mauvais, et ce n'est pas quelque chose qui est présent dans votre livre. Donc ça montre encore une fois un peu cette liberté et cette volonté de... On peut faire ce qu'on souhaite, on est libre de soi. Oui, merci de l'avoir remarqué. Je voulais ça aussi dans le roman. Je voulais faire voir ce qui se passe si une femme d'aujourd'hui, peut-être vous pensiez aussi comme ça. Normalement, on dirait que maintenant en France, en Europe, on a le choix, et aussi une femme peut avoir deux amours en même temps ou non. Et je voulais... moi, comme narrateur, je voulais quand même pas la juger, mais je me suis rendu compte, et peut-être je l'attendais pas si fort, que en fait, certaines fois, des lecteurs ou des critiques littéraires en Autriche, ils condamnaient un peu Iris. Ils aimaient pas ça. Ils disaient mais qu'est-ce que c'est? On pouvait sentir qu'il la trouvait très égoïste. Et ça m'a fait voir que c'était vraiment nécessaire d'écrire ce livre, parce que je trouve ça pas juste, c'est pas normal. Je sais pas ce que vous pensez de ça, parce que quand même aussi quand j'ai dit les films français que j'aime beaucoup, c'est souvent des années 60 ou 70 aussi après. C'est un peu comment on le voit pas si négatif, non? Si un homme a deux relations. Oui, pour un homme, c'est sûr que la question serait autre. Enfin, il n'y aurait pas du tout le même point de vue. Un personnage masculin avec plusieurs relations est beaucoup moins critiqué qu'un personnage féminin. Et vous parlez des films des années 60-70. Je pense que c'est encore d'actualité aujourd'hui, qu'on va peut-être moins en parler et moins mettre ça en avant. C'était peut-être plus la norme avant, mais c'est encore quelque chose aujourd'hui qui est très courant dans les arts et même dans la société. Et c'est vrai que c'est en ça que je trouve intéressant, et même vous décrivez votre personnage comme une femme d'une nouvelle génération, comme si voilà que la vie qu'ont eu ses parents, ce n'est pas la vie qui, elle, l'intéresse. Voilà, et c'est quelqu'un qui voyage beaucoup au sein de votre roman. Iris, elle, comme vous l'avez dit, déjà, au sein même de son personnage, elle est née en Allemagne, mais elle vit en Autriche, et à de nombreuses reprises, elle se déplace. À un moment, elle est à Ibiza, elle sera plusieurs fois à New York. Et c'est vrai qu'on voit que c'est vraiment ce personnage qui n'a pas les pieds dans le sol, dirais-je. C'est vraiment un personnage qui se déplace, qui est vraiment comme l'air, en fait, aussi dans toutes ses façons. Et c'est vrai que c'est très fondateur de ce personnage, je pense. Oui, mais en fait, elle est comme l'air, mais elle n'est pas comme l'air, parce que c'est elle a son corps. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un d'autre dedans son corps. Et ça, c'est un autre aspect, ou pas vraiment aspect, mais c'était pour moi aussi ce que je voulais raconter. Souvent, si on a un roman de la naissance d'un enfant, on a plutôt que ça commence avec la naissance, ou peut-être il y a 3 phrases sur la grossesse, et après on commence avec les premiers jours de la vie de l'enfant. Et moi, je voulais juste raconter ça, ces 9 mois avant. Et aussi que même maintenant, quand en théorie on a la médecine moderne, on sait tout, on peut faire des images, oui. tout le temps, on peut savoir tout, on peut regarder tout, on peut faire les ADN et tout. Mais quand même, il reste un grand secret, où il reste cette tension dans chaque femme, je crois, mais aussi dans Iris surtout. Aussi, je trouve intéressant, où je voulais faire ça, que c'est pas parce qu'elle se refuse de savoir tout, non?
elles veulent pas faire les analyses de l'ADN, elles veulent pas faire tout ce qui est possible. Et c'est peut-être aussi un affront ou c'est une question que je peux pas répondre, à laquelle je peux pas apprendre. Cette question de, c'est vraiment la mère, c'est juste qu'elle puisse décider qui est le père, parce que ça c'est aussi un autre aspect de l'histoire, qu'elle n'est pas sûre si c'est Ludwig ou Sergio, mais elle veut pas savoir parce que elle sait que ça doit être Sergio parce qu'il est content. Et l'autre, il est marié et oui. Disponible. Oui. Est-ce que je Oui, justement, Ludwig et Sergio. Mais est-ce que peut-être avec ce, parce que tu viens de dire aussi ce désir d'être autonome et libre, est-ce que peut-être elle le dit parce que son copain c'est Sergio, alors que Ludwig c'est son aimant, qui a une propre famille, qui ne peut pas prendre soin de l'enfant. Et est-ce qu'elle ne dit pas non plus parce qu'elle a quand même besoin d'un père? Et oui, dans une certaine manière, elle en a besoin. Elle, comme personne, elle dit qu'elle veut pas avoir un enfant sans père. Elle veut avoir quelqu'un. Elle dit aussi que, à son avis, c'est mieux pour l'enfant. Parce qu'il me semble que, et c'est très intéressant dans le livre, évidemment on comprend tous ce désir pour une femme enceinte d'être quand même autonome, libre, de pouvoir poursuivre sa carrière. Et en même temps, là, peut-être quand même, le livre montre aussi peut-être les contradictions qui viennent avec un tel désir. Oui, sûrement. C'est comme ça que c'est... En fait, c'est un livre, je crois, qui montre plein de contradictions. Que, en fait, en théorie, on a cette liberté, et surtout elle a cette liberté parce qu'elle peut gagner son argent elle-même, mais en même temps, elle n'a pas vraiment le choix parce qu'elle peut-être aimerait choisir Ludwig, mais elle ne peut pas. Parce qu'il est déjà pris et il est très content avec sa situation. Pour lui, c'est parfait parce qu'il l'aime, mais il ne veut pas laisser sa famille, aussi parce qu'il a des contraintes. Il est un homme de la politique, donc il est vu dans la politique. Peut-être ça serait aussi différent en France, je ne sais pas. Mais en Autriche, on sait aussi ces histoires que les hommes qui sont au public, ils ont ça, ils veulent cacher les autres trucs. Ils ont besoin d'une famille parce qu'on est quand même une société assez chrétienne, un peu... Justement, ce qui est aussi intéressant, c'est le fait que donc votre livre, ça part donc d'une femme allemande qui vit en Autriche, donc vous faites une description de la société autrichienne, mais que sur, je pense, tous les points, ça correspond à ce qui se passerait en France. En fait, cette histoire, elle pourrait très bien se passer en France parce que donc vous parlez des hommes politiques, c'est la même chose en France. La vie d'un homme politique, elle est très, très surveillée. Notre ancien président de la République, il a eu une relation extra-conjugale et ça a fait les gros titres de tous les tabloïds. On l'a pris en photo sur un scooter pour aller voir sa maîtresse. Et c'est vrai que c'est une affaire... voilà, un homme politique qui a une maîtresse, qui a une amante, c'est quelque chose de très dangereux donc pour sa réputation. Donc c'est vrai que cette idée, je pense, elle peut se partager en fait. Et oui, je trouve qu'en fait votre livre, il est peut-être pas international parce que le monde est vaste, mais en tout cas vraiment il s'accorde voilà, l'Autriche, la France, même thématique en fait, même problématique aujourd'hui. Oui. Je pense. Ouais. En fait, quand j'avais déjà fini le livre, j'ai lu dans un journal qu'il y avait une chanteuse française qui avait un rôle dans un opéra en Allemagne.
Elle avait dit qu'elle était enceinte, mais c'était dans les premiers mois, peut-être 2 mois, elle pouvait faire tout. Mais tout de suite, ils l'ont éliminée de la production. Et après, je ne sais pas si vous savez l'histoire. En fait, j'étais assez choquée parce que je ne croyais pas que c'était si actuel. Je pensais que peut-être c'est extrême ce que j'ai écrit dans le livre, mais pour elle, après, c'était très proche de cette histoire-là. Je ne sais pas combien de pères elle avait, mais le truc avec sa carrière, c'était assez similaire. Elle avait travaillé pendant des mois et du coup, et ils ont dit non, c'est trop dangereux pour vous, vous pouvez plus chanter. Et après, elle a fait un peu des manifestations sur Facebook et tout ça. Et à la fin, elle a eu un autre rôle en Suisse, et c'est vrai, cette histoire. Je l'ai suivie un peu. Elle a chanté quand elle était en grossesse comme ça. À 9 mois, elle a chanté à Zurich, à l'opéra, parce que quand même, les lois sont différentes. En Suisse, et tu dois travailler jusqu'au dernier moment. Tu vas du bureau à l'hôpital et tu retournes depuis 2 semaines dans ton bureau ou à l'opéra. Et donc, c'est aussi les trucs, les contraintes que des fois, on a peut-être plus de liberté en Suisse, mais on est aussi moins protégé parce c'est différent pour une chanteuse d'opéra, évidemment, ou pour quelqu'un d'autre qui fait une autre profession. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser présent une question un peu plus méta plutôt que par rapport au livre en lui-même. Enfin, je trouve que dans votre style d'écriture, il y a un côté, je dirais, dans une description très précise, presque chirurgicale, et dans le rythme aussi. Et je me demandais si par rapport, donc on l'a dit, à votre formation de biologiste, vous parlez aussi l'augment du rapport au corps, le fait d'avoir un autre corps en son corps, et il y a plein de descriptions médicales. Est-ce que vous avez mis votre œil de biologiste dans votre écriture, ou est-ce qu'il n'y a aucune influence de cette formation sur votre façon d'écrire, votre façon de décrire Oui, bien sûr, c'est aussi ma formation. Peut-être j'ai travaillé pendant au moins 10 ans dans la recherche, dans la biologie. C'est probablement plus important pour moi que ma nationalité. J'ai vraiment ce point de vue de biologiste. Mais aussi, je crois que c'est quelque chose dans la littérature allemande, mais peut-être aussi dans toute la littérature, qu'on ne parle pas beaucoup du corps féminin. Et je voulais vraiment aussi parler de ça, que c'est permis. On peut parler, peut-être on ne parle pas beaucoup du corps en tout cas, mais dans ce cas, c'est très important. Et oui, je voulais faire... Si biologiste, j'ai toujours aimé les détails dans la littérature et aussi dans ce que je faisais comme travail. Et il y avait une autre partie de la question? Non, c'était vraiment par rapport à ça, par rapport, comme vous l'avez dit, à ces détails. Vraiment, oui, cette précision en fait sur... Non, oui, mais merci pour votre réponse. C'est très inspirant. J'aimerais bien peut-être encore revenir au titre du livre, parce que Iris, elle chantera le 2 grands rôles, c'est en fait à New York, dans la Met, et aussi à Salzbourg. Et justement, le titre du livre, ça se réfère, les amateurs de l'opéra, ils le savent peut-être, c'était pas mon cas, ça se réfère à un rôle. Cherubino, un personnage de Noces de Figaro de Mozart. Et à Salzbourg, alors elle sera le personnage principal de Sophie's Choice, donc Sophie. Et je voulais bien savoir ces 2 opéras, comment et pourquoi ces 2 opéras se lient au thème de la grossesse, ou est-ce qu'il y a une connexion? Ah oui, c'est une bonne question. C'était à un certain moment, j'ai beaucoup réfléchi, je dirais pendant des années, j'ai réfléchi sur les rôles qu'Iris devrait chanter. Et du coup, je savais que c'était ces 2 rôles. Le chérubin, c'est aussi un personnage, en fait, c'est un Hosenroller.
also eine Rolle, die eigentlich die eigentlich ein junger Mann singt, also die früher zur Zeit Mozarts auch junge Männer gesungen haben. Normalement, c'est un rôle qui, au temps de Mozart, c'était chanté par des hommes, souvent aussi, ou des femmes, mais elle joue un jeune homme dans l'opéra, et je voulais avoir cet aspect, ça aussi. Et c'est un rôle très connu et très important. Et l'autre, Sophie's Choice, vous connaissez peut-être le film, il y avait avant le film, Sophie's Choice, et le livre, avec Mary Streep comme Sophie. Et il y a aussi vraiment cet opéra, c'est un opéra contemporain. C'est l'histoire d'une femme qui est à la porte du camp de concentration, et ils disent qu'elle doit décider lequel de ces deux enfants elle va emporter. Et dans l'opéra, là, il y a un cri, et ce cri est très difficile à faire. Et pour ça, pour moi, c'était intéressant. J'étais pas très gentille avec Iris. Je leur ai donné tous les problèmes qu'on puisse savoir. Et là, le problème qu'elle a deux rôles qui sont très contradictoires en même temps. Et aussi, cette rôle est vachement difficile de Sophie's Choice. Et après, j'ai découvert dans ma recherche qu'il y a en fait seulement une chanteuse autrichienne, Angelika Kirchschlager, qui a chanté cette rôle. L'opéra n'est pas très connu. Elle était présentée à New York, à Washington, mais après aussi à Londres, mais il y a presque personne qui l'a chanté. Et comme ça, je voulais mettre tout ça ensemble. Et je me disais aussi, si tu es enceinte et tu dois chanter ça et faire ce choix entre les deux enfants, c'est impossible, je crois. Donc, oui, je voulais... Bien, puisqu'on parle de l'opéra, quelque chose à nouveau de marquant dans l'écriture, je trouve qu'il y a une grande musicalité dans votre roman, dans la façon dont c'est écrit, que ça soit déjà dans la formation des parties, parce que chaque partie, en fait, elle s'appelle Act 1, Act 2, comme en fait dans un opéra. Mais même dans la façon dont c'est écrit, par exemple, je pense au moment de répétition, quand on parle des respirations, il y a vraiment un côté qui est très coupé, comme s'il y avait un rythme et vraiment un enchaînement. Et vous avez aussi intégré des chansons, notamment des comptines pour enfants, au sein de ce livre. Est-ce que vous avez trouvé ça important ou essentiel de, quitte à parler de l'opéra, eh bien autant faire un livre qui soit presque musical? Oui, merci, ça me fait plaisir que ça vous paraisse musical, et je voulais le faire, mais c'est pas pour moi c'est important dans mon écriture, dans mon œuvre, d'avoir cette musicalité. Et je lis, quand j'écris, je lis souvent aussi en haute voix pour sentir comment c'est. Mais dans cet livre particulièrement, je voulais le faire un peu comme un opéra. Et en fait, les actes, ils ont la même structure que Cherubino dans les Nozze di Figaro. Et aussi, comment ça commence. Aussi, dans les Nozze, il commence à compter. Et je voulais avoir un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, mais un petit, si on connaît l'opéra, on peut aussi suivre ça dans le livre. Je voulais faire cette construction. Et avec les chansons, ils sont des chansons pour les enfants, mais des chansons un peu inventées. Ils sont avec les mélodies qu'on connaît en allemand, mais je les ai changées un petit peu. Et normalement, j'aurais voulu aussi avoir le texte autour de ces chansons, mais après, ils ont dit que ce n'était pas possible ou ce n'était pas bien lisable. Parce que je voulais vraiment faire sentir aussi dans le texte que c'est un texte dans le texte, comme un bébé dans la personne. Et après, j'ai eu comme à la fin, il y a une discographie inventée
d'Iris, mais j'ai aimé cette possibilité dans un roman de raconter une histoire plus grande que la période du Roman. Si vous regardez im Rollenverzeichnis, dann sieht man alles, was sie vorher gesungen hat, auch. Und man weiß auch ein bisschen, wie wichtig es für sie war, gerade in dem Moment diese Rollen zu kriegen, weil es ging eigentlich nicht total gut und sie war schon okay, ihre Karriere, aber es war nicht perfekt und sie war schon gegen Ende 30 und da muss man dann irgendwann mal an die Met und in die Salzburger Festspiele, sonst ist man einfach auch als Frau zu alt. Also es gibt auch dieses, c'est la biologie encore que elle sait que dans l'opéra, tu peux pas chanter à 50 ou 60 ans, c'est pas la même chose qu'à 30 ans. Merci beaucoup. À présent, je vais me tourner vers le public. S'il y a des questions, je pense que je vais passer parmi vous peut-être pour vous passer un micro. N'hésitez pas. Des questions en français ou en allemand, bien évidemment. Merci beaucoup et puis surtout merci d'être venu à Poitiers, je suis très contente. Moi j'ai lu aussi le livre et c'est très intéressant parce que je l'ai lu il y a quelques temps puis d'en parler après et c'est vrai que j'avais été sur le titre des deux opéras dans lesquels elle joue. J'avais pas pensé exactement comme ça, donc j'avais pensé que le chérubin c'est quand même le bébé aussi. Enfin, nous on dit ça pour des bébés. Oh mon petit chérubin, t'es trop mignon. Donc il y avait cette idée d'enfant. Il y avait pour moi aussi l'idée de quelqu'un de agenré, puisque Cherubino ça peut être un homme ou une femme qui le chante. Un bébé, on ne sait pas comme en plus elle refuse de faire aucun test, elle a envie de se laisser. Et puis alors sur le choix de Sophie, j'avais pensé aussi qu'elle a ce problème de choix tout le temps, puisque dès le premier acte, on voit qu'elle n'arrive pas à choisir un gâteau quand même. Et qu'en fait, c'est quelqu'un pour moi, dans la modernité, la liberté et le fait qu'elle n'ait pas à choisir. Elle est autonome, indépendante. Elle n'a pas envie de choisir de père pour son enfant. Elle n'a pas envie de choisir un gâteau. Elle n'a pas envie. Et j'ai trouvé que c'était très moderne, surtout qu'elle a plutôt dans les 40 ans. Et que pour moi, c'est des préoccupations qu'ont des gens plus jeunes, pour moi, en France aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes de 40 ans de 40 ans aujourd'hui qui auraient réagi comme ça. Donc voilà, c'était des réflexions que je me suis faites. Merci beaucoup. C'est aussi bien intéressant pour moi parce que en fait, Jacques Lecteur crée son propre roman et j'ai mis des traces. Et oui, on a lu le même roman, mais quand même, vous, avec votre expérience, vous lisez peut-être un roman un peu différent de quelqu'un d'autre. Et c'est chouette, ce que vous dites des tartines ou des gâteaux qu'elle ne sait pas choisir. Je crois que c'est peut-être, je voulais faire voir aussi que cette choix qu'on a, cette choix extraordinaire, c'est aussi un poids assez grave sur une femme. Et peut-être c'est des préoccupations aussi des femmes un peu plus jeunes, mais avec sa profession, on est jeune. On est jeune jusqu'à 39 ans. Et Iris, elle a 39 ans dans le livre. Mais peut-être on n'est pas jeune, mais on est obligé d'être jeune parce qu'on n'a pas on n'est pas arrivé encore. Et en fait, elle est un peu seule. Elle a tous les choix, mais on ne l'aide pas beaucoup parce que c'est cette contradiction. La liberté, c'est pas facile. Oui, tout d'abord, merci beaucoup et je suis aussi ravie que vous soyez là, à Poitiers, je veux dire ici. Et ma question, c'est un peu, ça va dans le même sens, c'est-à-dire je me suis aussi posé la question si Iris c'est peut-être un non parlant, surtout parce que comme déesse de l'arc-en-ciel, des couleurs, parce que dans ce premier chapitre, vous insistez beaucoup sur la couleur verte.
et l'essence en général. Bon, là, vous avez surtout élaboré sur le registre professionnel de cette personne, donc de ce personnage principal, qui va donc plutôt vers le son. Mais j'ai dû aussi penser à une toute autre Iris qui est aussi enceinte, qui est également entre deux hommes. C'est l'Iris qui est pas vraiment protagoniste, mais presque, du roman Rouge, Rot, de Uwe Timm. Je ne sais pas s'il y en est dans l'intertexte, mais aussi Iris, parce que ça m'a l'air, comme vous insistez beaucoup sur les couleurs aussi, c'est indécis, c'est-à-dire c'est beaucoup de couleurs, c'est-à-dire c'est pas une seule couleur comme le vert ou le rouge. C'est donc la multiplicité, peut-être une question de choix. On est dans la communication, donc si on tire sur les ficelles de la mythologie. Donc tout un tas de questions qui se développent, donc qui se construisent à partir de cette observation que je partage avec la collègue. Merci. Merci. Oui, le nom, vous avez raison, c'est un nom qui va bien avec toutes ces couleurs. Peut-être c'est aussi quelque chose de moi personnel avec toutes ces couleurs, mais dans ce livre, c'est fait comme ça avec le vert. Et au début, on est à Munich, on l'a pas lu, mais la scène a lieu à Munich, en Allemagne. C'est une grande ville, mais c'est quand même vert. Et je crois que pour elle, comme chanteuse, il y a ces couleurs qui sont très, très importantes. Et les couleurs et le son, ce sont souvent des connexions. Je pense que je vais vous poser la dernière question. Ich werde auf Deutsch versuchen. In den Titel des Kapitels gibt es immer Zahlen mit Zentimeter. Und ich frage, was sind diese Zentimeter? Zum Beispiel, die erste Kapitel ist 0. Und dann 75 Zentimeter. Ja, genau. Also das vielleicht ist es auch eines der Rätsel, die ich ein bisschen ins Buch eingebaut habe, aber das ist ihr Umfang, ihr Taillenumfang. Also am Anfang, da ist sie einfach noch ganz schlank, normal, und dann am Schluss, ich weiß es gar nicht mehr, aber am Schluss ist sie über 100 Zentimeter. Ja, also 105 Zentimeter. Also es ist schon ganz schön, ein ganz schöner Zuwachs. Ich wollte eben eigentlich, dass das in gewisser Weise auch ein bisschen beim Lesen so körperlich erlebbar wird. Und wenn dann, also ich meine, natürlich ist das Buch für alle Menschen, aber ich habe auch gehofft, dass es vielleicht auch, und ihr beide habt es ja dankenswerterweise auch gelesen, also dass es vielleicht auch ein Buch für Männer ist, weil du jetzt auch, selbst wenn du jetzt Vater bist, vielleicht hast du nicht die Zeit, in der das dann so zu erleben. Also da habe ich auch gehofft, dass das vielleicht schön ist, das in einem Roman so zu erleben, weil es das eigentlich kaum gibt, diese ganze Zeit und was das eben bedeutet, wenn man sich das vorstellt, dass man in kürzester Zeit innerhalb weniger Monate eben so viel zunimmt. Dankeschön. Bien, on va mettre fin à cette rencontre. Andrea, merci encore pour votre venue, pour votre gentillesse, la réponse à nos questions, la lecture de votre livre. Et sans trop tarder, je pense qu'on va passer à la prochaine animation. Merci encore et merci à Attila pour la présentation. Merci aussi.